ce ton très dur, très menaçant à l'égard de l'Europe. Il fait parler Naryshkin, qui est le patron du renseignement extérieur, c'est l'équivalent du chef de la CIA côté russe, et qui parle avec un ton extraordinairement cassant à l'égard des Européens. La source de tous les plus grands conflits militaires des 3 derniers siècles viennent d'un groupe de puissances occidentales presque identiques. De la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, une guerre menée sur 5 continents à la fois, pour la première fois dans l'histoire, jusqu'à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Nous voyons comment les ambitions prédatrices de ces puissances, y compris les unes contre les autres, se sont traduites par des destructions et des pertes humaines considérables. Comment comprendre cette invocation historique? Il remonte à la guerre de 7 ans, dans les années 1750, sauf erreur. 57-63. Voilà, c'était Louis XV qui était à l'époque, je crois, allié de Catherine II, contre les Anglais, mais aussi il pense à Hitler, il pense à Napoléon. Nous, on faisait la guerre à la Prusse, voilà, c'est effectivement. Donc, ça paraît tellement martien par rapport à nos préoccupations d'Européens de l'Ouest. Pourquoi une telle obsession historique? Bien parce que c'est la grande époque aussi de Catherine II. Donc, alors Catherine II était-elle au pouvoir à l'époque? Oui, il était au pouvoir, guerre de 7 ans. Ensuite, voilà, face à Hitler, face à Napoléon. Donc c'était la grandeur du XVIIIe siècle, le siècle de Catherine, vraisemblablement. Il y a cette et puis l'époque aussi où, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont conquis Odessa, ils ont conquis la façade nord, enfin la façade sud de la mer Noire et sur l'Empire ottoman. Donc c'est une époque d'expansion et vraisemblablement une époque qu'il estime très prestigieuse pour les Russes. Et ce régime prétend maintenant que cela justifie une forme de surarmement qu'il est en train d'organiser. Regardez, ce sont les dernières informations qui nous arrivent de l'Institut pour l'étude de la guerre sur le déploiement militaire très important qui a lieu le long de la frontière avec l'OTAN. La Russie étendrait son infrastructure militaire le long de sa frontière avec la Finlande et stockerait en particulier de nouveaux chars, probablement en prévision d'une future agression contre l'OTAN. Selon le Wall Street Journal, les Russes agrandissent actuellement un certain nombre de bases militaires. On est très loin du territoire ukrainien, là. On est près des frontières de l'OTAN. Regardez cette carte. On comprend davantage encore qu'on ne le pensait que tout au long de cette ligne qui va depuis l'extrême nord jusqu'à la Biélorussie, en gros, ils sont en train de construire toute une série d'infrastructures militaires. Mais de l'autre côté, pardon. Non, je vous en prie, madame. De l'autre côté aussi, on a vu les images en Finlande, dans les pays baltes et même en Pologne. Il y a un rideau de fer concret qui est en train d'être construit avec des bases, des antimissiles. Donc c'est une réponse à cela. Et en même temps, il y a en préparation les manœuvres Zapad qui ont lieu tous les 4 ans. Zapad, ça veut dire vers l'ouest. Zapad, ça veut dire ouest, oui, absolument. C'est les grandes régions militaires. C'est pas rassurant non plus comme formule, hein. Non, mais il y a l'Est, et à l'Est, à l'époque, c'était vis-à-vis de la Chine, et aujourd'hui, c'est avec la Chine. Donc, ce n'est pas... Non, c'est les noms géographiques, c'est nord, sud, ouest, centre. Donc, c'est pas plus menaçant que ça ne l'a été autrefois. Cela dit, c'est vrai que les Ukrainiens en ont fait les frais, parce que quand il y a eu des manœuvres, ça s'est terminé effectivement par une invasion. Non, ça va être important de voir la manière dont les Finlandais réagissent. La Finlande, c'est une nation en armes, hein. Et moi, j'avais été très marqué par les remarques faites par le président Zelensky après qu'il s'y soit rendu, aux côtés du patron de l'exécutif Stubb, vous savez, celui qui était allé golfer avec Donald Trump à Mar-a-Lago. Et Zelensky avait été très, très impressionné par effectivement la manière dont les Finlandais durcissent leurs installations aux abords de cette frontière, dont il faut rappeler qu'elle fait quand même 1340 km avec la Russie, et la véritable préparation, mais au sens très concret, hein, pas que philosophique ou imaginaire du terme, des Finlandais par rapport à l'éventualité d'une agression russe, c'est-à-dire révision, élargissement des bunkers et notamment des installations souterraines. Le président Zelensky racontait cette histoire où il avait vu des gamins finlandais jouer au hockey à 20-30 mètres sous terre. Il disait qu'il y avait ce qui ressemblait à des villes
sous terre. Et donc, effectivement, les Russes ont pris bonne note et donc envoient un message de leur côté en amenant des hommes et du matériel. Oui, il ne faut pas oublier que les Russes, ils ont 1200 km de frontières avec l'OTAN en plus. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle pour eux. Parce qu'on peut voir qu'ils massent, effectivement, ils sont obligés d'équiper leurs frontières, mais ça les force à étirer leur dispositif. Tout à fait. Militairement, c'est très compliqué. Ils sont amassés là, on voit bien qu'ils ont des difficultés, ils ont du mal à amasser la masse en Ukraine, et ils sont obligés de distraire des dizaines de milliers de troupes sur cette frontière-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à court terme. Et quand on dit qu'il y a des chars, moi je rappelle que cette région-là, c'est que des bois. Oui. C'est du combat d'infanterie. C'est pas du combat à char du tout là-dedans. Donc je vois pas les signes, je dirais, avant-coureurs d'une invasion immédiate de cette région-là. Ça sera vraiment très compliqué. Alors peut-être dans 20 ans. Ils se casseraient les dents sur mais pour le moment, ils équipent leurs frontières parce qu'ils ont un nouveau rideau de fer à cet endroit-là qui n'existait pas il y a 3 ans. Et en fait, je suis d'accord avec le général. Ça veut dire que je crois que cette histoire de chars, c'est complètement faux parce que tous les chars que les Russes ont actuellement, ils les ont sur le front à l'est de l'Ukraine. Et ils ont déjà en déficit par rapport à ça. La production de chars, contrairement à tout ce qu'on raconte, elle est absolument très petite. Ils produisent très peu de chars modernes. Je vous rappelle qu'on n'a jamais vu le fameux char T-14 que Poutine tant vanté, Armata, on l'a jamais vu sur le front. Ils l'ont jamais construit. Est-ce que ça veut dire qu'on exagère? C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire on dit qu'ils ont plein de chars. Qu'en Europe, on exagère volontairement le danger russe pour faire de l'agitation. À mon avis, actuellement, sur la frontière, ils construisent plutôt les bunkers. En fait, mais pardon, non sur les chars. Quand vous dites la France dit ils sont en train d'aller vers plus 3000 chars. Je crois que c'est les chiffres. Je crois qu'on exagère exprès pour faire un peu peur aussi à l'opinion publique et peut-être pour préparer l'opinion publique, parce que vous savez très très bien que actuellement on est en train de voter en fait la possibilité de prendre les crédits pour la somme de 650 milliards pour équiper l'Europe occidentale en nouveau armement, et donc en fait il faut exagérer un tout petit peu ce danger, mais vaut mieux l'exagérer que ne pas que le sous-estimer. Vous pensez ça aussi? Ils perdent plus de chars qu'ils sont capables d'en construire aujourd'hui. Ouais. C'est ça, en fait, la vérité. Donc, aussi longtemps que la guerre dure, et ils seront consommés sur ce théâtre. C'est absolument évident. Par contre, dès que ça va s'arrêter, effectivement, ces chars vont s'accumuler. Moi, je suis très frappé de vous entendre, parce que si vous avez raison, c'est une erreur d'arrêter la guerre. Ah ben, peut-être. Moi, je ne suis pas un gros fanat d'arrêter la guerre. Au stade, c'est pas moi qui décide de ces choses-là. Nous, on ne fait que l'analyser. Si vous me demandez s'il faut arrêter la guerre, moi, je n'en suis pas persuadé. C'est un pays quand même qui souffre. Général Paloméros, soyez avec nous. Merci beaucoup. Ancien patron de l'OTAN, c'est évidemment très important de vous entendre. Bonsoir, merci beaucoup, mon général, d'être là. Bonsoir à vous. Est-ce que vous partagez le point de vue de Sergueï Girnov qui vient de dire en Europe, en fait, c'est les chiffres que le président de la République donnait lui-même. Il disait il y aura plus 3000 chars russes d'ici 2030. Sergueï Girnov dit que ce sont des chiffres exagérés pour mobiliser l'opinion publique. Ce qui est certain, c'est que ça a été dit, tout dépendra de la durée de cette guerre en Ukraine qui monopolise les armées russes. Il est clair que, comme dans toute bonne guerre, la machine de guerre, l'économie de guerre, pour le coup, se mettant en route, les Russes vont continuer à produire, peut-être moins que c'est affiché, personne n'en sait rien à mon avis exactement, mais et donc leur machine de guerre va continuer à produire. Et au moment où, souhaitons-le en tout cas, une paix s'installe en Ukraine, c'est là que se posera la question pour l'OTAN, telle que vous le décriviez. Mais moi, je crois plutôt à la guerre des missiles, à la guerre des drones, à la guerre des frappes dans la profondeur, si vous voulez, à la guerre hybride, telle qu'elle se mènera dans les mers, que ce soit la mer Noire d'un côté, la mer Baltique de l'autre, la mer Baltique qui est un enjeu considérable pour les Russes, avec l'enclave de Kaliningrad, avec... Donc cette pression et donc la volonté des Russes d'essayer de desserrer cet étau qui s'est effectivement, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, la conclusion c'est que, primo, évidemment, il faut essayer
d'anticiper tout ça. Et secondo, le sommet de l'OTAN qui va avoir lieu au mois de juin va prendre une importance capitale. Ça va être assez intéressant de voir d'un côté le commandant suprême pour les opérations de l'OTAN pour l'Europe, le général Cavoli américain, avec sa casquette aussi de commandeur des forces armées américaines en Europe, et M. Trump qui est, comme chacun le sait, le président du pays le plus important au sein de l'OTAN à l'heure actuelle. De voir quels sont les plans et quelles sont les décisions qui vont être prises à ce moment-là, ça va être capital. Parce qu'il faudra se préparer non pas pour la guerre telle que c'est produit aujourd'hui, mais la guerre dans 6 mois, dans 1 an, et si possible, sur une plus longue échéance. Vos avis là-dessus. Et écoutez peut-être ce que dit Cavoli. Là, il y a une marge d'incertitude visiblement. Les Américains ne sont pas d'autre avis, Sergei Girnov, puisque eux disent, c'est le patron des armées américaines en Europe, oui, l'armée russe se rétablit, se développe plus rapidement, dit-il, qu'on ne le pensait. Regardez. Ils ont des plans de modernisation et d'expansion très importants. Les Russes ont annoncé il y a environ 1 an et demi leur intention de faire passer leurs forces armées de 900 000 à 1,5 million de personnes, ce qui représente une augmentation significative, mais aussi d'établir de nouveaux commandements, en particulier avec les forces terrestres dans la partie nord-est de l'Europe et donc à la frontière de l'OTAN avec la Finlande et les pays baltes. Ils sont sur la bonne voie, mais ils ne vont pas très vite parce qu'ils consacrent beaucoup d'efforts à l'Ukraine. Nous verrons combien d'efforts ils pourront y consacrer après la guerre. Cela dépend en grande partie de la façon dont la guerre se termine. Mais ce programme de modernisation est destiné à se développer et à défier l'OTAN à ses frontières. Voilà, et par parenthèse, on est suivi par Jean-Louis Bourlange, que je salue, qui nous regarde, qui, de façon très savante, corrigeait notre imprécision sur Catherine II. Elle régnait effectivement depuis seulement la fin de la guerre de 7 ans. Effectivement. Je trouvais que c'était un petit peu tôt. Oui. Elle occupait seulement la dernière année de la guerre. Elle ne régnait pas encore avant. Voilà, petite parenthèse historique. Merci à Jean-Louis Bourlange qui nous suit attentivement et à toutes celles et ceux qui nous suivent ce soir. Le danger, on sent qu'il y a une incertitude puisque entre l'estimation américaine, l'estimation française, il y a une marge d'appréciation qui bouge. Non, les Américains ont dit exactement la même chose que moi. Il a dit que jusqu'à maintenant, ils sont concentrés en Ukraine, et tant qu'ils sont concentrés en Ukraine, ils n'auront pas des chars. Donc après, et en plus, ils les produisent d'une manière un peu moins... Alors je vous repose la question, pourquoi arrêter, moi je n'ai pas d'avis là-dessus, mais pourquoi arrêter une guerre alors que pendant des mois on a dit qu'il ne faut surtout pas arrêter la guerre, il faut aller jusqu'à la libération de tous les territoires. Parce que l'Ukraine souffre, parce que c'est un pays dans lequel on tue les gens. Oui, mais on nous dit l'Europe est prête à prendre le relais des Américains, non, mais pas au même niveau, avec la même masse que les Américains. Sur le plan financier, il n'y a absolument aucun doute. D'ailleurs, on dépense plus qu'eux. On a déjà donné 130 ou 140 milliards, alors que les Américains, c'est entre 100 et 120. Mais sur le plan militaire, notre industrie d'armement, pour le moment, ne suit pas. C'est-à-dire que s'ils arrêtent ce soir de fournir les Ukrainiens, forcément, il va y avoir un trou de 20 ou 30% de l'approvisionnement. Donc, on n'est pas capable de prendre cette suite. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut continuer la guerre ou pas ? Ça, c'est au président Zelensky. On n'a pas la connaissance profonde de l'état de l'armée de l'armée ukrainienne, ni de celle de son moral. Mais effectivement, soit on estime que l'armée russe est au bord de la rupture et qu'il suffit de pousser, mais soit on estime que... c'est ce qu'on nous a beaucoup dit. Même Sergei Girnov le dit, c'est une armée... Les incertitudes pour l'Ukraine sont plus grandes, au point de vue approvisionnement, sont plus grandes que les certitudes. Sergei, est-ce que l'armée russe est au bord de la rupture ? Non, pas encore. Mais elle souffre. Mais en même temps, en fait, le truc, c'est que la Russie... Donc, pardon, on va lui faire un cadeau. On va lui faire un fantastique cadeau avec le cessez-le-feu. Si jamais on arrête la guerre sans la sanctionner, sans la Russie sanctionner, là, c'est la machine de guerre qui va continuer. Mais arrêtons-nous là-dessus. Ce que dit Sergei Girnov, c'est-à-dire que ce cessez-le-feu sera un cadeau militaire à la Russie. Mais ça fait gagner la Russie. C'est quand même souhaité aujourd'hui par l'Ukraine, parce qu'effectivement, c'est l'Ukraine qui souffre. Ça dépend à quelles conditions. C'est l'Ukraine qui a effectivement... Ça dépend à quelles conditions. Bien sûr. Mais si vous dites à l'Ukraine, non, nous, notre intérêt, c'est de continuer parce que ça affaiblit la Russie, je ne suis pas sûre que les Ukrainiens apprécient beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Il faut surtout
d'accord avec vous. Il ne faut surtout pas que Poutine sorte vainqueur en fait de cette guerre. C'est pas pourquoi la guerre doit se terminer, c'est comment elle doit se terminer. Et il faut, même s'il y a un cessez-le-feu, s'il y a une paix qui est signée, il ne faut pas qu'elle soit avantageuse à 100% à Poutine, et il faut qu'il y ait un maintien d'une pression sur lui, même après une paix qui serait signée avec lui. Maintenir les sanctions, contrôler aussi le contournement des sanctions, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui fait que la Russie arrive à se réarmer, à se procurer des technologies nécessaires pour le réarmement et à financer la guerre. Et l'état en fait de l'armée n'est pas si bon que ça. On travaille dans une coalition d'organisations qui aident ceux qui veulent éviter l'enrôlement militaire et ceux qui veulent éviter l'armée. Et il y a eu plus de 100 000 demandes d'hommes qui ont voulu éviter l'enrôlement ou déserter de l'armée. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 poursuites pénales d'hommes russes pour abandon d'unités militaires. Et ces chiffres-là, ce sont uniquement les chiffres connus des défenseurs des droits humains et des initiatives qui aident ces hommes-là. Beaucoup de données restent méconnues parce qu'elles sont de plus en plus cachées. Et cela montre qu'en réalité, l'armée n'est pas dans un si bon état que ça. On a vu des régiments avec des hommes en béquille combattre, les recrutements en Corée du Nord. Tout cela, ça montre quand même que, en effet, peut-être que ces déploiements massifs le long des frontières de l'OTAN ne sont qu'une sorte de mascarade. Mais le risque, il faut le prendre au sérieux, et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas laisser Poutine sortir Alors soyons clairs, on ne peut pas dire aux gens dans la même phrase c'est une mascarade, en fait il ne faut pas avoir peur, et puis le même soir, 30 minutes plus tard, dire attention, attention, il y a un risque, la Russie est dangereuse. Elle est dangereuse ou elle n'est pas dangereuse. Mais il y a le principe de réalité, il y a le fait de Trump. Je veux dire, à l'époque de Biden, avant janvier, on ne parlait pas de trêve, parce que l'aide américaine était assurée. Il y a quand même un game changer qui est considérable, c'est la position des États-Unis d'Amérique depuis janvier. Donc on suit la position américaine. Et à partir de ce moment-là, on est obligé de prendre en compte le principe de réalité que les Américains ne sont plus adossés aux Ukrainiens comme ils l'étaient jusqu'en décembre. Ce que vous dites est quand même terrible. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines qu'on entend l'Europe dire on va prendre le relais, on n'a pas besoin des Américains, et là vous venez de nous dire désolé, les Américains disent c'est comme ça. Jacques a dit main sur la tête, main sur la tête. C'est pas du tout la même équation, c'est ça que je veux dire. L'équation a changé. Très bien compris, c'est le problème. On va essayer de prendre le relais. C'est ça qui est dit. Après, c'est le général Riche l'a dit, il y a un principe de réalité par rapport à nos capacités à nous entendre politiquement et à produire, ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif, pour combler le manque béant, immense laissé par les Américains. Après, ce qui me frappe dans votre question, c'est que je pense que dans votre esprit, vous faites uniquement référence à l'affrontement dans son sens militaire. Quand vous dites on va arrêter la guerre. En fait, effectivement, militairement, il y a une forme d'épuisement. Il faut, suivre les Ukrainiens dans ce qu'ils nous demandent. C'est eux qui doivent commander cette décision sur le terrain. En revanche, là où il faut continuer d'être, au rendez-vous, c'est diplomatiquement, dans l'isolement de Vladimir Poutine, juridiquement, s'assurer que Vladimir Poutine et toutes celles et ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc., soient tenus responsables et rendent des comptes. Économiquement, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui s'est entretenu d'ailleurs avec le secrétaire d'État Rubio aujourd'hui, annonce un 17e paquet de sanctions. Tout ça, ce sont des moyens non létaux, en tous les cas pas directement, mais de faire la guerre, et qui doivent effectivement se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait l'établissement d'une paix, comme le fait la formule désormais consacrée, juste et durable.